Découvrez un large choix de viande cachère de qualité française. Bœuf, veau, agneau, volaille et charcuterie, il y en a pour tous les goûts. Sous le contrôle du Beddin de Paris. Boucherie KDL 139 rue Manin à Paris ou au 77 avenue Henri Barbus à Gagny. Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Impact Business. Comment faire face aux enjeux contre le dérèglement climatique? Comment faire progresser les pratiques durables? Comment avoir de l'impact alors qu'il y a tant de choses à changer sur Terre? Et bien avec mes invités, dirigeants d'entreprise, chercheurs, experts, je vais vous faire découvrir des acteurs du monde de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du politique, car ce sont les acteurs du changement. Ils ont des solutions pour rendre la planète plus durable, le business plus profitable et votre quotidien plus responsable. Aujourd'hui, nous parlons du secteur de l'alimentation. Et oui, l'alimentation, ça concerne tout le monde et plus particulièrement la viande, car mon invité, c'est Raphaël Banon, président d'une société qui distribue la viande dans la plupart des restaurants et des boucheries cachères en France. Raphaël Banon, bonjour. Bonjour. Alors, la viande permet des apports nutritionnels très importants, mais il y a une question, une sensibilité à la question animale de nos jours, et même un mythe bashing chez certains. Alors, je vais vous poser quelques questions parce que vous représentez un acteur très important de la filière viande. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre société, ce qu'elle représente aujourd'hui, votre activité ? Bonjour, ma société, il y en a d'autres également en France, c'est la production de viande cachère dans des abattoirs uniquement français, particulièrement en Bretagne. Nous avons également 2 points de vente dans la région parisienne, nous distribuons dans les boucheries, dans les supermarchés, dans les traiteurs, dans les restaurants, sous le label du Beddin de Paris et en province sous le label du Beddin de Lyon et également de Marseille. Et alors, depuis quelque temps, l'industrie agroalimentaire dans le monde encaisse de nombreux coûts. Certains expliquent que manger trop de viande, ça favoriserait des maladies. Certains remettent en cause l'abattage rituel. Je vous propose, avant de poursuivre l'interview, Monsieur Banon, d'écouter le grand rabbin Bruno Fison en charge de l'abattage rituel, parce qu'il va aborder la question de la soi-disant souffrance animale. En vérité, le bien-être animal, quand on l'écoute, est bien pris en compte. On l'écoute. Monsieur Bruno Fison, bonjour. Monsieur le grand rabbin, vous êtes en charge de l'abattage rituel en France. Merci pour cette interview. Alors, c'est vrai que le bien-être animal est désormais entré dans les mœurs. Est-ce que les pratiques de la cache-route permettent de les respecter? Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, évidemment, c'est tout le sujet de l'abattage rituel. On pourrait réfléchir sur les modalités d'élevage et de transport, à savoir que dans le judaïsme, il y a quand même la notion d'interdiction de sar ba'alei chaim, c'est-à-dire l'interdiction d'infliger une souffrance à l'animal. Donc, il faudrait aussi réfléchir sur les modes d'élevage et les modes de transport des animaux. C'est pas encore le cas, il faut l'avouer, dans la communauté juive. Il n'y a pas encore eu cette réflexion, mais peut-être pourrait-on réfléchir à un label. Maintenant, le plus problématique, évidemment, est l'abattage rituel. Et là, nous avons à faire face à des détracteurs qui considèrent que l'abattage rituel est source de souffrance pour les animaux, alors que nous prétendons, avec preuves scientifiques bien sûr à l'appui, que ce n'est pas le cas. Donc voilà, et donc il y a ici confrontation d'experts, si on peut dire, vis-à-vis de la méthode d'abattage rituel. Alors, l'abattage rituel, c'est quoi? Il s'agit de faire la section des vaisseaux sanguins amenant le sang au cerveau, vaisseaux sanguins qui sont les carotides et les jugulaires. Cela entraîne une hémorragie massive, c'est assez spectaculaire, et cette hémorragie entraîne également une perte de conscience puisque le cerveau n'est plus alimenté en sang. Celui-ci, est perdu par l'hémorragie. Face à cela, il y a des méthodes dites avec étourdissement. Il s'agit de perforer la boîte crânienne de l'animal par un pistolet à tige perforant, une espèce de cylindre comme ça, et l'animal est censé être inconscient, et ensuite
là aussi, on fait une saignée, on le saigne. Sauf que cette méthode-là, qui est l'abattage conventionnel par rapport à l'abattage actuel, supposée apporter un plus au bien-être animal, n'est absolument pas au point. Voilà, elle comporte beaucoup de problématiques et finalement, pour l'animal abattu par cette méthode conventionnelle, c'est une double peine. Il est à la fois, son crâne perforé par une tige perforante, puis ensuite il est saigné. Alors que chez nous, il n'y a qu'un seul geste, le geste de la saignée. Oui, pardon. Oui, il est arrivé que le Rassemblement national, qui a ensuite basculé, envisage l'interdiction de la pratique au nom de la dignité animale. Mais la corrida, la chasse, pourtant, ça existe et c'est du même ordre, non ? Alors, tout à fait. Alors, effectivement, le Rassemblement national, dans ses positions passées, avait dans son programme l'interdiction de l'abattage dit sans étourdissement. L'abattage rituel, c'est un peu trop connoté, on attaque les religions. Ceci dit, il semblerait, à confirmer, il semblerait qu'ils aient changé de position. Je ne dis pas par sympathie pour le RN, vous imaginez, c'est pas du tout ma façon de voir, mais il semblerait qu'objectivement, ils aient renoncé à cela. Bon, peut-être dans une tentative de séduire la communauté, comme on le voit par ailleurs. Donc, on a finalement peu de détracteurs de l'abattage rituel politiquement aujourd'hui en France, si quand même, Émeric Caron, voilà. Et le sinistre personnage. Compris que l'autre hypothèse d'anesthésier l'animal, ce ne serait pas possible parce que si on injecte quelque chose à l'animal, la viande n'est pas consommable. Ça concerne quel cheptel ? C'est ma question, parce que la shrita, finalement, ça représente combien de l'abattage total en France ? Très peu. Nous sommes aujourd'hui à 1% de l'abattage total des bovins et des ovins, donc des bovins, les vaches, bœufs, etc., ovins, moutons, chèvres, en France. 1% pour l'abattage rituel juif. Le musulman, c'est un peu plus, évidemment. Mais ainsi, même si on imagine qu'il y a des ratés dans l'abattage rituel, des animaux qui seraient mal abattus, mal égorgés, qui perdraient conscience tardivement, 1% de la totalité des animaux abattus, c'est très peu. Or, une étude de l'INRA montre que dans le cas de l'étourdissement préalable, de l'abattage conventionnel, on a 16% de ratés d'étourdissement préalable. C'est-à-dire qu'un animal pleinement conscient va être égorgé par la suite. Et 16% de la totalité des autres animaux abattus, si j'enlève le rituel juif et musulman, ça fait quand même beaucoup d'animaux. Donc, balayez devant votre porte, c'est ce que je dis à nos détracteurs, il y a une vraie problématique de bien-être animal dans l'abattage conventionnel. Il y a peut-être des problèmes dans l'abattage rituel qu'il faut améliorer, ça je suis conscient, on travaille dessus, mais évidemment cela ne cause pas une souffrance indescriptible, ce n'est pas d'une grande cruauté comme nos détracteurs veulent l'affirmer. Il y a derrière ça, bien évidemment, des arrière-pensées politiques, alors anti-musulmanes, certes, et on a un dégât collatéral, ou parfois même anti-juif, ça peut arriver. Alors je comprends que la religion juive est attachée au bien-être animal lorsqu'on vous écoute. Autre question, il y a des notions différentes halakh, glad, kasher, puisqu'on parle de viande. Oui. Pourquoi ces différences ? Lorsqu'on abat un animal, d'abord, il faut que l'animal soit abattu correctement, donc il y ait bien une bonne section de l'ensemble des artères, des jugulaires, etc. Ça accélère d'ailleurs la mort de l'animal et diminue son temps de conscience, et sa souffrance. Après, il y a une inspection par les rabbins, ce qu'on appelle des bodkim, des inspecteurs qui vont regarder sur les viscères et la carcasse de l'animal s'il n'y a pas des traces de pathologie, de maladie. Alors évidemment, les services vétérinaires en font autant. Ils saisissent les viandes qui seraient atteintes de pathologie. Mais ça, c'est depuis seulement un siècle que les services vétérinaires le font. Nous, ça fait depuis plus de 3000 ans. Donc, depuis que Moïse a reçu la Torah, qu'on a donc cette obligation d'inspection. Ceci dit, il y a des pathologies qui n'en sont plus, qui sont des souvenirs de pathologies antérieures, pour lesquelles les vétérinaires considèrent que la viande est consommable, mais pour nous, elle n'est pas cachère. Par exemple, sur les poumons, il peut y avoir des adhérences, des filaments qui témoignent d'une maladie, d'une pneumonie, d'une bronchite, enfin, toute maladie respiratoire passée. Alors, si on a des adhérences forte, qui signe une pathologie forte, ancienne, actuelle bien sûr, mais même ancienne, eh bien l'animal n'est pas cachère. Il est retiré de la consommation et il est considéré comme taref. Par contre, si on trouve des filaments, quelques filaments qui cèdent à la pression avec la main, alors l'animal est considéré comme cachère. Mais il y a des gens
qui ont, par tradition familiale ou en suivant certains mouvements du judaïsme, eh bien, considèrent qu'il faut que les poumons de l'animal soient complètement lisses. Et donc, ils appellent ça halak. Entre kasher et halak, il y a un terme intermédiaire qui s'appelle glat, un terme yiddish qui veut dire lisse, mais là, il y a une tolérance de quelques filaments. Ouais. Est-ce que les viandes des rabbinats orthodoxes sont plus cachères que les viandes issues des rabbinats consistoriaux? Je ne suis pas sûre de comprendre. Oui, très bien, vous avez bien posé la question. Certainement pas. Certainement pas. D'abord, tous les shochatim ont une formation et surtout doivent posséder une carte d'abattage signée par le grand rabbin de France, en l'occurrence aujourd'hui Chaim Coursia, mais le grand rabbin de France. Donc ça veut dire que les abatteurs orthodoxes, comme ceux des rabbinats orthodoxes, comme ceux des rabbinats consistoriaux, tiennent leur source, leur carte du même auteur. Ça veut dire que c'est le grand rabbin de France qui délivre les cartes. Donc il faut des ensembles d'accords qui sont passés avec les différents rabbinats. Ensuite, les méthodes d'abattage, les méthodes de contrôle, c'est la halakha, c'est la loi, elles sont identiques. Alors peut-être que certains rabbinats orthodoxes vont privilégier de la viande, comme j'ai expliqué, qui serait halak, qui serait glat, possible, je ne dis pas le contraire, mais en aucun cas on peut considérer qu'elle est plus cachère qu'une viande du Beth-Din de Paris, du Beth-Din de Lyon ou de Strasbourg. Très bien. Vous êtes le lien entre le consistoire, les rabbinats, les pouvoirs publics. Comment réagissent-ils vis-à-vis de l'abattage rituel pour notre communauté ? Là, si on est au niveau national, aujourd'hui, les pouvoirs publics sont bienveillants vis-à-vis de l'abattage rituel. Ils cherchent à le préserver. Le problème, aujourd'hui, au niveau européen. Alors, il y a le Parlement européen, il y a la Commission européenne qui, sans cesse, le Parlement européen, on voit fleurir de nouvelles propositions de loi qui, fort heureusement, ne sont pas adoptées, mais il faut être extrêmement vigilant. Certains pays européens, la shrita, l'abattage rituel est interdit, comme la Suisse, bon ça c'est assez vieux, hein, c'est la fin du 19e siècle, mais comme la Belgique récemment, ou plutôt 2 régions belges sur 3, Wallonie et Flandre. Bruxelles capitale est encore, on peut encore faire d'abattage rituel. Et là, bien on a aidé nos amis belges, puisque je suis allé à plusieurs reprises à Bruxelles, pour les soutenir, et nous avons, je peux dire, gagné la bataille de Bruxelles, par exemple. Très bien. Pour finir, certaines personnes estiment que la viande Beth-Din, elle n'est pas assez cachère, elle ne serait pas assez au top que les autres. On a l'impression qu'il y a une surenchère parfois. Oui, je pense que c'est plutôt politique, voilà, plutôt politique et voire économique. Ouais. Voilà, on va un peu sortir de la langue de bois. Mais certains, pour pouvoir promouvoir leur viande, ont intérêt à dire que la viande du Beth-Din de Paris, c'est un peu moins bien cachère, un peu moins, nous on est plus sérieux, etc. C'est de la politique et de l'économique. Moi, je sillonne quand même les abattoirs, j'en ai vu beaucoup. Les sacrificateurs, les shochatim du Beth-Din de Paris et ceux d'autres rabbinats dits orthodoxes, eh bien, ont exactement les mêmes méthodes de travail, parfois même la même formation, et le sérieux chez les uns et les autres n'est pas à remettre en cause, tant pour l'abattage que pour le contrôle des carcasses et des viscères par la suite. On peut tranquillement manger la viande du Beth-Din de Paris, ce que moi-même je fais d'ailleurs, ou d'autres rabbinats consistoriaux, mais aussi la viande des rabbinats orthodoxes, qui est tout à fait cachère, bien évidemment. Découvrez un large choix de viande cachère de qualité française. Bœuf, veau, agneau, volaille et charcuterie, il y en a pour tous les goûts. Sous le contrôle du Beth-Din de Paris. Boucherie KDL 139 rue Manin à Paris ou au 77 avenue Henri Barbus à Gagny. Monsieur Banon, l'abattage rituel, on l'a entendu dans l'interview de Monsieur Fison, il n'est pas source de souffrance. Vous, les professionnels, vous avez à cœur que tout se passe bien pour l'animal selon la cache-route, n'est-ce pas? Le rabbin Fison, il est responsable directement auprès du Grand Rabbinat de France, du consistoire central et de tous les consistoires, et même au niveau européen, des relations entre les gouvernements et les rabbinats. Bien entendu, concernant la souffrance animale, en ce qui nous concerne, nous, d'un point de vue halachique, c'est pas à moi de le dire, le grand rabbin Fison, il pourrait mieux vous l'expliquer, c'est son domaine. Il n'y a pas de souffrance animale, le Tsar Baalei Chaim, il est proscrit dans la Torah, donc l'abattage rituel pour nous ne correspond pas à ce que nous entendons ici et là concernant la souffrance animale qui pour nous ne l'existe pas.
Alors, dans l'interview qu'on vient d'écouter de Monsieur Fison, on a bien compris qu'il y a des différentes notions, halak, glatt, Ben Youssef. Pour vous, quelle est votre lecture de ces différentes catégories? Il a dû vous l'expliquer le grand Mafison, au niveau du Khalak Bet Yosef, Glat et Kacher, cela ne relève pas d'une surveillance rabbinique, cela relève tout simplement d'une conformité pulmonaire. Au niveau des agneaux, il faut savoir, c'est bien clair, c'est toujours Khalak Bet Yosef. Au niveau des veaux, c'est Khalak et Glat. Et au niveau des bœufs, il y a Khalak, Glat et Kacher. Au niveau de l'abattage, on n'a aucun problème, la shrita, c'est la shrita. Et au niveau de l'abdicat de la vérification pulmonaire, faite par les bodkim, par les vérificateurs, ça peut entraîner 3 critères selon la conformité pulmonaire. Effectivement, il y a parfois des débats. Est-ce que les viandes des rabbinats orthodoxes sont plus cachères que les viandes issues des rabbinats consistoriaux? Vous avez un point de vue là-dessus? Pour moi, il n'y a aucune différence. Vous savez, les rabbins qui procèdent à l'abattage rituel ont étudié les halachot, les lois juives, que ce soit d'un rabbinat orthodoxe ou du Bédine de Paris, de Marseille ou de Lyon, des rabbinats consistoriaux que vous évoquez. Le halak dépend, comme je le répète, de la conformité pulmonaire, mais il faut savoir quelque chose, que le Khalak Bet Yosef, il n'existe pas tellement. Vous savez, je prends des chiffres de la semaine dernière, pas plus. On est à 12% sur 106 bovins abattus. On a récolté 13 Khalak Bet Yosef, 14 Glat, 7 Kacher, un pourcentage de 12%. Alors donc, automatiquement, que ce soit un rabbinat orthodoxe, ou un rabbinat Lubavitch, ou un rabbinat Beddin, le vérificateur donnera les mêmes résultats. La viande cachère, elle est pour tout le monde la même. Je ne rentrerai pas dans ce débat politico-économique. Oui. Allez-y. Non, c'est ça, on vous écoute. Oui. Politico-économique, vous savez, la rigueur qu'il y a au Bédine de Paris, au Bédine de Marseille, au Bédine de Lyon, c'est la même rigueur partout. Ça ne peut être qu'une surenchère de, comme je l'ai dit, politico-économique. Et pour là-dessus, ça serait un plus long débat pour bien le démontrer et que les consommateurs doivent bien comprendre que le halak, il existe au Bénin de Paris, il existe dans d'autres rabbinats et il existera par rapport à la vérification des poumons. Et effectivement, moi comme consommatrice, effectivement, je peux me tourner vers le Beddin. Et si je vous comprends bien, c'est intéressant d'expliquer ces enjeux-là. Écoutez, c'est conforme et il n'y a pas besoin de plus. Sinon, c'est des débats philologiques qui nous perdent un petit peu. Si c'est Beddin, c'est le cachet qui fait foi. C'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? C'est ce que je pense, c'est ce qui est la réalité. Vous savez, les actes religieux, c'est un acte religieux, la shrita. Je pense que le Beddin aussi de Paris ou de Marseille font des guitines. On ne va pas dire que le guet des rabbinats orthodoxes est plus cachère que le guet du tribunal rabbinique de Paris. C'est des conséquences très importantes. Donc, bien entendu, je répète, c'est un problème politico-économique. Vous parlez de problèmes politiques et effectivement le grand rabbin Fison en charge de l'abattage rituel a un dialogue régulier avec les pouvoirs publics. Voilà, par rapport aux professionnels, tout le monde est sur la même ligne. Comment se passe ce lien entre consistoire, rabbinat, pouvoir public? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Quels sont les enjeux selon vous? Le grand rabbin Fison fait le maximum, je le sais. J'ai visité avec lui des abattoirs il y a quelques années. Mais vous savez, en France, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'abattoirs qui procèdent à l'abattage rituel. Il y a 2 possibilités. Soit économiquement, ils ont besoin de travailler avec nos productions pour des exports d'arrière, puisque nous ne consommons pas les arrières, donc ils nous prennent. Mais s'ils ne veulent pas, donc automatiquement, ce n'est pas une question ni du bien-être animal, ni autre chose, ils ne nous proposent pas leur service. Donc, ils font le maximum. Il y a, vous savez, des fois quelques déphasages entre certaines inspections vétérinaires de certains départements. Ce n'est pas tout à fait toujours en adéquation avec le ministère de l'Agriculture. Il le sait bien, le grand rabbin Fison, bien qu'il fait le maximum. Mais des fois, il y a des régions qui sont beaucoup plus draconiennes que d'autres. Et toutes les directives ne sont pas toujours respectées. On l'a senti sur le terrain. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que là où le kasher se réalise, cela se passe plutôt bien pour le moment. Et effectivement, à notre époque, les gens sont très soucieux d'une alimentation plus durable, à la fois pour la planète et à la fois pour leur quotidien. Vous le ressentez dans la demande des clients? Il y a une évolution de la demande par rapport aux produits qu'ils achètent?
Non, pas tellement. Les gens cherchent plutôt le prix. J'ai pas entendu tellement dans le milieu cachère ce genre d'argument que vous avancez. Et effectivement, à vous écouter, monsieur Fison et vous-même, on comprend que, les filières, se soucient, de l'animal. On comprend pourquoi la Bible et la tradition rabbinique placent l'animal sous la protection de la loi, hein. J'ai lu David Aziza qui écrivait: «C'est notre rapport comme Européens à la mémoire et à la culture et comme hommes à la chair», CHAIR, la présence juive est la chair de l'Europe, littéralement, et la sherita comme la circoncision, c'est le langage dans laquelle cette chair se raconte. Viande et chair, après tout, ne sont qu'un seul mot. Bassa en hébreu, caro en latin. Hein, c'est vrai, monsieur Banon, votre métier, c'est pas juste de l'alimentaire. Ça renvoie à une pratique importante, fondamentale dans la religion juive. Absolument, cela remonte depuis la Torah qui a été donnée jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de problème. Comme Romain Fison pourrait mieux parler que moi là-dessus, puisqu'il est confronté des fois à certains pays qui ont interdit la shrita, comme dernièrement la Belgique, la Suisse, depuis la fin du 19e siècle. En France, pour l'instant, plus ou moins tout se passe bien. Il y a d'autres pays européens qui pratiquent, comme l'Espagne, la Pologne, l'Italie. Il y a d'autres pays qui ont proscrit, comme la Suède, la Norvège, je pense. Bon, vous savez, c'est un débat qui continue, qui continuera et qui est d'ordre plutôt politique. Très bien. Eh bien, écoutez, je souhaite bon appétit à tous ceux qui nous suivent avec un bon plat de viande, bien sûr, dans l'une de vos boucheries, monsieur Banon, hein, rue Manin, par exemple. Et je vous remercie d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien et une bonne année à vous. Merci. Très bien. On passe à la suite, à la rubrique Le chiffre du mois. Le chiffre du mois, 100 milliards de dollars. Oui, nous sommes à quelques jours de la conférence mondiale sur le climat qui se tient à Bakou, en Azerbaïdjan, à partir du 11 novembre. Une COP 29 qui cumule les paradoxes, hein. Déjà l'an dernier, on était à Dubaï. Les pays du monde entier se sont engagés à opérer leur transition énergétique pour sortir des énergies fossiles. Bah, cette année, ils se retrouvent chez un autre exportateur d'hydrocarbures important, l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, l'association Human Freedom Now accuse les autorités azerbaïdjanaises d'arrêter des militants écologistes pour les réduire au silence. Eh bien, la COP29, elle est présentée comme la COP des finances, car les pays doivent désormais fixer un nouvel objectif mondial en matière de financement de la lutte contre le changement climatique. Cet objectif va actualiser l'objectif de 2009, lorsque les pays développés se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour aider les pays en voie de développement à atténuer les effets du changement climatique. Le montant réel du financement climatique dont les pays en développement auraient besoin aujourd'hui oscillerait entre 500 milliards et plus de 1000 milliards de dollars par an. Pour le moment, les discussions préliminaires achoppent. Et pendant ce temps, eh bien, des inondations meurtrières ont eu lieu en Europe de l'Est, un ouragan hors norme aux États-Unis. Force est de constater que la crise climatique s'aggrave. Le méthane est un gaz à effet de serre, hein. C'est le troisième plus important gaz à effet de serre à contribuer au réchauffement de la planète, après la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone. Alors, vous croyez là dans une rubrique chimie? Pas du tout. On va bien parler d'impact sur la planète, car ce changement climatique a des conséquences directes sur l'environnement, fonte des glaciers, élévation du niveau de la mer. Il influe sur les écosystèmes et modifie la biodiversité. Et il vient d'où ce méthane? Figurez-vous que l'industrie des bovins, des vaches laitières, on en parlait il y a un instant, est l'un des contributeurs aux gaz à effet de serre dans le monde. Le méthane représente environ la moitié de la quantité totale de gaz à effet de serre émise par ce secteur. Alors, d'où viennent les émissions de méthane? J'ai un invité qui a les moyens de nous le dire. Quentin Pell, bonjour. Bonjour. Vous êtes product manager sur les émissions de méthane chez Keros, une société d'ingénierie environnementale à la pointe de la lutte contre les émissions de méthane.
qui est responsable d'environ 30% du réchauffement planétaire. Vous nous parlez un petit peu de Keros, une société fondée en 2016, née d'un constat d'échec collectif pour enrayer le changement climatique, hein. Vous utilisez des satellites. Qu'est-ce que vous faites exactement? C'est ça, tout à fait. Donc à Kairos, nous utilisons l'imagerie satellitaire pour observer ce qui se passe sur Terre et apporter de la donnée actionnable aux preneurs de décision de ce monde. Donc les gouvernements, les institutions financières et les opérateurs. Ouais. Euh, L'idée est d'observer à la fois la transition énergétique, mais les émissions de gaz à effet de serre pour changer et avoir de l'impact sur le changement climatique à court et long terme. En quoi le méthane est-il nocif? Il a un pouvoir réchauffant? Vous pouvez expliquer C'est un petit ça. peu? Donc, tout comme le CO2, c'est un gaz à effet de serre qui absorbe l'énergie dans l'atmosphère et réchauffe la planète. La différence avec le CO2 est que sa durée de vie dans l'atmosphère est beaucoup plus courte. Donc, on parle de 12 ans, là où le CO2 dure des siècles. Et son pouvoir réchauffant est plus de 80 fois supérieur à celui de CO2. Donc, réduire les émissions de méthane à court terme permettrait d'enrayer le changement climatique rapidement. Alors le satellite, comment il fonctionne? Il détecte quoi? Il récupère quoi? Donc, le satellite récupère les rayons du soleil qui frappent la Terre, qui traversent l'atmosphère et frappent la Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le méthane absorbe certaines parties du spectre des rayons du soleil, et les satellites sont capables d'identifier quelle fréquence a été absorbée lors de son passage dans l'atmosphère. Et donc, avec des satellites, nous sommes capables d'estimer des concentrations de méthane dans l'atmosphère et de les suivre en temps réel. Et à qui adressez-vous vos reportings, hein? Vous êtes capable de voir d'où proviennent les principales émissions de méthane? C'est ça. Donc nous observons des émissions qui viennent de tous les secteurs, secteur pétrolier, secteur minier, secteur de l'agriculture et de la gestion des déchets. Et nous travaillons principalement avec des gouvernements ou des institutions internationales comme l'ONU, qui visent à mieux comprendre ce qui se passe et collaborer avec les personnes au sol pour réduire ces émissions. Donc la donnée en temps réel est un facteur très important pour favoriser la collaboration et le reporting. Donc c'est l'ONU, la Commission européenne, C'est ça. des entreprises aussi, hein? Des entreprises aussi, des banques, un peu tout type d'acteurs. Alors, selon l'Agence internationale de l'énergie, environ 40% des émissions de méthane liées à la production d'énergie fossile pourraient être évitées pour un coût quasi nul. Donc, ça sert à ça, hein, vos reportings et vos infos. C'est ça. L'idée est de repérer d'où viennent ces émissions pour pouvoir ensuite avoir des actions et des stratégies qui permettent de les réduire. Comme le dit l'IEA, 40% peut être évité à coût nul, mais ce qui manque, c'est vraiment l'identification de l'origine de ces sources. Et c'est là où le satellite, avec sa couverture globale, est hyper importante pour comprendre ce qui se passe sur Terre. Alors, puisque notre thématique aujourd'hui, c'est plutôt l'alimentation dans cette émission, un petit focus sur l'agriculture. Vous aviez l'air de dire, en préparant cette émission, que ce sont plutôt des bons élèves quand on regarde le reporting. C'est ça. Alors, d'après les chiffres officiels qui sont très bien faits, on considère que l'agriculture est responsable pour 40% des émissions de méthane. Nous, ce que l'on peut observer par satellite, c'est que ce chiffre est relativement bas en termes de volume absolu, mais que l'industrie pétrolière, en termes de reporting, euh, est 10 fois au-dessus que ce qui est rapporté dans le chiffre réel d'après nos Il y a un mesures. sous-reporting dans l'industrie pétrochimique, hein, Il y c'est a ça. un sous-reporting qui empêche de prioriser les actions sur le secteur pétrolier, parce que justement, dans les chiffres, on considère que l'agriculture est une partie assez importante de ces émissions. On a parlé dans la première partie de l'émission de toutes les vertus, effectivement, de l'alimentation liée au bovin. Elle est utile, la filière en prend soin. Mais il y a cette pollution du bétail quand on parle du méthane. Les filières s'en inquiètent. Est-ce que vous pouvez nous parler de groupes qui ont des objectifs dans le domaine de neutralité carbone et qui intègrent cette dimension méthane? Donc, ce qui est très bien dans le secteur de l'agriculture, c'est que les grands groupes s'emparent de ce problème. Je sais que notamment que Danone est un leader dans les efforts pour réduire leurs émissions de méthane. Ils Ouais. sont engagés à réduire ces émissions de 30% D'ici 2030, d'ici tout à fait. 2030. Ouais. Et pour l'instant, explorent les solutions qui peuvent les permettre d'accéder à cet engagement-là. Donc justement, il y a changer la nourriture des bovins pour réduire les émissions, sélectionner les races pour augmenter la production par tête de bétail. Toutes ces options marchent, sont en voie de discussion au sein des grands groupes. Et donc, on attend les résultats d'ici 2030. Quel pays concentre les plus grandes émissions, hein? Vous avez des zones que vous observez de près. Ça donne quoi? Donc, pour le secteur de l'agriculture, c'est assez spécifique aux pays en voie de développement. Donc, on voit beaucoup l'Asie du Sud-Est, la Chine, les Philippines, le Vietnam. On voit aussi beaucoup en Amérique latine, le Brésil, l'Argentine qui émettent beaucoup de méthane. Donc, c'est à la fois lié à la production de bétail, enfin de viande, mais aussi à la production de riz qui émet beaucoup de méthane. Et pour le secteur de l'énergie fossile, on a les États-Unis qui sortent
en grand champion en la matière, suivi par la Russie et des pays du Moyen-Orient comme le Turkménistan, par exemple. Et quelles applications sont possibles? Quelles conséquences? Une fois que la filière saura où le bas blesse, on peut changer l'alimentation du bétail? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les mesures possibles? Donc, ce qui est bien dans les grands groupes, c'est qu'il y a énormément de traçabilité, donc de la bête dans la ferme jusqu'à la viande qui est dans les supermarchés. Et donc, on est capable de suivre quelle viande, quelle bête est la moins intense en termes d'émissions de méthane. Donc, on est capable de tracer, d'avoir des stratégies au niveau du groupe qui sont implémentables et qui permettent de prioriser les actions à court terme et à long terme. Et ça, c'est fait grâce à la donnée que nous, à Kairos, nous pouvons fournir, par exemple. Donc, globalement, on revient sur Kairos. Depuis 2019, vous avez détecté 10 000 événements de concentration de méthane dans le monde, hein, des États-Unis à l'Inde, en passant par l'Algérie. C'est ça. Donc, nous avons commencé en 2019 à détecter ces émissions de méthane avec un seul satellite de l'Agence spatiale européenne. Maintenant, nous utilisons plus de 10 constellations différentes, ce qui permet d'observer de plus en plus d'événements. Et là, on se situe à environ 3 000 à 4 000 fuites, enfin événements d'émissions par année qui sont observés avec nos satellites. Eh bien, merci beaucoup, Quentin Penel, de nous avoir expliqué, Quentin Penel, comment votre société fonctionne avec les satellites. Vous aidez ces filières à s'améliorer et grâce à une information extrêmement transparente et précise. Un petit mot du Global Methane Pledge, ça peut nous aider à obtenir quelle amélioration, quel objectif? Alors, c'est une initiative internationale de la plupart des pays qui se sont engagés, donc plus de 150 pays se sont engagés à réduire leurs émissions aussi de 30% d'ici 2030. Et c'est un des plus grands leviers au niveau politique et gouvernemental pour favoriser des actions de la part de l'industrie. Et donc, nous avons sorti une étude qui montre que pour l'instant, nous ne sommes pas en très bonne voie, la courbe n'est pas décroissante, mais on y arrive parce que les régulations, notamment en Europe et aux États-Unis, vont favoriser une baisse des émissions. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette observation de la Terre à travers le prisme du méthane. On est parti de la viande, de l'alimentation, ça nous concerne tous. On est monté avec vous dans les satellites, toujours plus haut, pour essayer de régler, d'améliorer cette lutte contre le changement climatique pour une planète plus durable. Voilà, on s'est vraiment rapproché de Dieu avec vous. On ne peut pas monter plus haut. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle, l'impact, c'est à la portée de tous. Merci de votre attention. Découvrez un large choix de viande cachère de qualité française. Bœuf, veau, agneau, volaille et charcuterie, il y en a pour tous les goûts. Sous le contrôle du Beddin de Paris. Boucherie KDL 139 rue Manin à Paris ou au 77 avenue Henri Barbus à Gagny.